Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et je vous présente mes excuses par avance si le son n'est pas idéal et si la vidéo n'est pas idéale puisque je viens de changer d'ordinateur. Je suis encore en train d'affiner les réglages, donc j'espère que ça ira. On va croiser les doigts parce que j'ai pas envie de retourner cette vidéo 47 fois, mais bon, on va y croire et on va essayer de se dire que ça va marcher. Si jamais la qualité n'est pas au rendez-vous, je vais bien entendu essayer d'améliorer les choses pour la prochaine fois. Mais comme vous le savez, l'informatique et moi, ça fait 47 et du coup, je suis pas particulièrement à l'aise avec du nouveau matériel. Donc c'est la raison pour laquelle ça peut être un petit peu chaotique, mais j'espère en tout cas que ce sera correct pour cette vidéo aussi. Bref, une fois ce petit blabla fait, rentrons dans le vif du sujet. Alors je vous propose aujourd'hui qu'on continue un petit peu dans la lancée des nouvelles choses que j'ai testées jusqu'à présent. Vous avez vu que cette année, j'essaye de tester de nouveaux formats de vidéos pour la chaîne, puisque j'ai passé presque un an à faire une vidéo une fois par semaine et que du coup, j'aimerais bien renouveler un petit peu aussi le format des vidéos. J'ai vu que vous aviez bien aimé les formats papotes, puisque comme on avait fait par exemple quand on avait parlé de Yule qui était vraiment catastrophique cette année, si jamais vous l'avez pas vu, je vous la mets là. J'avais vu qu'effectivement, vous aimez bien ce genre de format où on parlait en particulier des difficultés qu'on peut rencontrer, ce qui est en lien avec une discipline que j'aime beaucoup, que j'ai appelée la flémagie. Si jamais vous suivez une année en magie, si vous l'avez suivi ou si vous le suivez cette année, vous savez de quoi je parle. La flémagie, c'est tous ces passages où on éprouve des difficultés à pratiquer, ou un manque de motivation, ou un manque de forme, ou un manque de dévotion, de foi, bref, une crise de foi en quelque sorte, sur notre voie. Et je sais que on est très nombreux et nombreuses à partager des moments qui sont pas toujours faciles dans l'existence. D'ailleurs, l'année dernière a été pavée de moments comme ça, n'est-ce pas? On se sait. Mais j'ai vu qu'effectivement, ces vidéos vous aidaient un petit peu à vous sentir mieux dans votre pratique. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait peut-être continuer. Alors, pas forcément sur la flémagie, puisque comme je vous l'ai dit, la flémagie, c'est un des sujets d'une année en magie. Une année en magie, si jamais vous l'ignorez, c'est un programme que je propose sur Patreon qui vous propose donc tous les mois un contenu qui varie en fonction de votre abonnement et parmi lesquels, selon les abonnements qui comprennent des vidéos, il y a justement une vidéo qui est sur le thème flémagie pour vous aider à surmonter ces petits moments-là. Mais je me suis dit qu'on allait pouvoir faire une partie peut-être un peu plus vlog en fait sur la chaîne, même si j'aime pas trop le terme. Mais au lieu d'être une partie purement théorique où je vous présente un truc en mode un peu enseignant bonjour, ce qui n'est pas du tout dans mes attributions techniquement au départ, mais plutôt qu'on discute un petit peu ensemble enfin ensemble, vous avez compris, mais qu'on soit plutôt dans une optique de parler de choses un petit peu plus personnelles, on va dire, voilà, sans vous raconter ma vie, quoique je vais peut-être un peu vous raconter ma vie quand même, mine de rien. Et il y a une question au sujet justement des choses un peu plus personnelles qui revient très 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 souvent. C'est une demande plutôt où vous avez été très nombreux et nombreuses ces derniers mois, voire années, à me demander de parler de ma fameuse traversée du désert. Si vous ne le savez pas, j'en avais parlé déjà sur mes anciens blogs, alors ça remonte à l'époque des blogs, époque antédiluvienne, voilà, où on était dans un grand moment sans algorithme, voilà, c'était le bon temps. Bref. Je vous avais expliqué que j'avais eu des passages à vide, enfin un passage à vide en particulier qui m'avait beaucoup affectée et qui avait été assez long puisqu'il a presque duré 5 ans. Enfin non, il a duré 5 ans, donc c'est monstrueux. Que voilà, que ça avait été quelque chose d'assez douloureux et d'assez difficile. Ce passage à vide, il est loin derrière moi maintenant et vous êtes souvent nombreux et nombreuses à me poser des questions par rapport à ça, que ce soit quand je fais une FAQ sur Instagram ou ici sur YouTube, ou même sur Patreon dans le cadre des questions, excusez-moi j'ai tapé ma table encore une fois, dans le cadre des questions du mois pour une année en magie, et je me suis dit que c'était dommage en fait de répondre partiellement à chaque fois. Donc on va s'asseoir aujourd'hui puis je vais vous raconter tout ça. Donc prenez-vous un petit thé. Ce sera plutôt un tea talk qu'un vlog en fait, parce que je pense que je m'écoute mieux avec du thé ou de l'alcool fort. Je ne sais pas, je ne vous encourage pas à boire, l'alcool est dangereux pour la santé. Veuillez le boire avec modération ou si modération n'est pas là, avec prudence. Appelez-les, il y en a toujours un qui est disponible de toute façon. Bref, pardon. Donc,
Pour vous resituer le contexte, je vais vous raconter un petit peu les choses. Une autre question qu'on me pose beaucoup et qui est en lien avec tout ça, je vous rassure, il y a un rapport. On me demande assez souvent comment j'ai débuté la sorcellerie, comment je suis rentrée dans le paganisme, comment tout a démarré. Je suis incapable de répondre à cette question. Voilà, donc j'y réponds pas la plupart du temps, ou en tout cas j'apporte cette réponse-là. Je ne peux pas répondre à votre question, parce que c'est quelque chose qui a toujours été là, vraiment. Disons qu'il y a eu des moments où j'ai trouvé des mots à mettre dessus, donc notamment quand j'avais lu Noces de Sève et de Vent de Marie Desbourgs en 1999, ça remonte un peu, parce que je suis pas toute jeune. Je suis plus proche des 50 ans que des 20, oui, bah oui. Ça pique, mais c'est comme ça. Donc en 1999, j'ai lu ce livre, donc, qui est un recueil de poèmes, où l'autrice expliquait qu'elle était païenne. Et là, illumination, je me suis rendu compte que, ah bah oui, tiens, oui, c'est ça. Voilà, j'avais pas le mot jusqu'à présent. Mais bref, pour vous dire que ça a toujours été là et que donc j'ai toujours pratiqué. Le premier rituel que j'ai écrit, dont j'ai gardé la trace, j'avais 8 ans. Voilà, donc ça vous resitue un peu le truc. Donc la pratique, ça a toujours été quelque chose qui était là depuis tout le temps. J'ai toujours été sensible à ce genre de choses, j'ai toujours été très intéressée par les mythes, les légendes, par l'histoire aussi, par les religions polythéistes, la mythologie, le folklore, les superstitions, même si je les partage pas, mais c'est quelque chose qui me passionne. J'adore les étudier, les décortiquer, savoir d'où elles viennent. Bref, vous avez compris, c'est une part qui est très très importante dans ma vie. Donc ça a toujours été là et ça a toujours pris beaucoup de place. J'ai fait un hôtel dans ma chambre quand j'étais au collège. J'ai lu le Grand et le Petit Albert, j'avais 11 ans. Enfin, vous voyez un petit peu le truc. C'est Obélix qui est tombé dans une marmite de potions magiques, quoi, en quelque sorte. Voilà. Avec moins de nattes. Quoique, ça dépend des fois. Bref. Donc, toujours est-il que c'est quelque chose qui occupe une grande place dans ma vie. Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, je pratiquais beaucoup, je pratiquais régulièrement, j'ai commencé à intégrer certaines choses, à lire des livres, à construire ma pratique au fil du temps, mais la pratique de base, elle est là depuis toujours. Et, et donc c'est quelque chose qui est vital pour moi, voilà, qui fait partie de ce que je suis, qui fait partie de ma personne, de ma personnalité, voilà, de mon identité en quelque sorte. Et qui n'a jamais été un problème dans ma vie, pratiquement jamais. C'est-à-dire que mes parents ne m'ont jamais bridée là-dessus, peut-être parce que voilà, c'est pas venu d'un coup comme un cheveu sur la soupe. C'est vrai qu'il y a des personnes qui découvrent des fois un truc comme ça apparaît d'un seul coup et certains parents peuvent avoir peur, et à juste titre, de possibles dérives sectaires parce qu'on sait que ça existe. Moi, j'ai pas eu ça puisque, comme je vous dis, ça a toujours été là, donc il n'y a pas eu vraiment de transition. J'ai mis des mots dessus, mais j'ai mis des mots sur quelque chose qui existait déjà. Du coup, voilà, c'est pas trop dangereux, donc ils n'ont pas du tout été catastrophés par un revirement quelconque ou par une découverte d'une spiritualité, puisque c'est quelque chose que j'avais en moi depuis tout le temps. Donc j'ai toujours eu pleine latitude pour pratiquer, je pouvais faire des hôtels, je pouvais faire des tambouilles, je pouvais acheter des bougies, je pouvais m'acheter du matériel. Voilà, j'ai eu du matériel d'enfance qui est absolument fabuleux. Mon premier atamé, c'était un ouvre-lettres à l'effigie de la Tour Eiffel, parce que oui, quand tu as 10 ans et demi, le seul couteau que tu peux t'acheter, c'est un coupe-papier, quoi. Qui ne coupe pas, en général. Mais bon, c'est pas très grave, puisqu'un atamé n'a pas besoin de couper. Bref, parenthèse fermée. Mais voilà, vous comprenez un petit peu l'ambiance du sorcière tout le temps, quoi, depuis toujours. Je me suis vraiment épanouie dans cette vie-là, en particulier quand j'ai commencé à vivre seule. Alors non pas que vivre avec ma mère était un frein, bien au contraire, parce que comme je vous l'ai dit, ça lui posait aucun problème et elle me laissait faire les choses, mais ma pratique était cantonnée à ma chambre, donc j'avais mon hôtel dans ma chambre, j'avais mon matériel dans ma chambre, etc. Et voilà, je n'avais pas forcément la latitude de pratiquer un peu partout dans la maison. Et quand j'ai eu mon premier appartement, quand j'étais étudiante, bah là, du coup, j'avais tout l'appartement qui était un occultum géant, si vous voulez. Et en plus, quand je faisais mes études, ô bénédiction, j'avais beaucoup de temps libre. J'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie, et il faut savoir qu'à l'époque où je les ai faites, donc ça date un petit peu, hein, vous vous rappelez, vieille peau, tout ça, j'avais comme cours obligatoire, j'avais seulement 12 heures de cours par semaine. J'avais 4 jours de cours par semaine.
sachant que ça commençait en octobre, ça finissait en mai. Alors on pouvait prendre des options, moi j'en avais pris, mais j'en prenais entre 4, 6. Il y a une année, j'ai dû en prendre 10, mais ça rajoutait 1 à 2 heures par option par semaine, ce qui restait très peu. Donc au maximum, je crois, de mes années les plus chargées, j'ai dû avoir 20-22 heures de cours par semaine. C'est copec. Franchement, c'est rien du tout. Avec tout ça, vous rajoutez les vacances scolaires. Bon, il n'y avait pas de vacances de Toussaint, parce que je vous rappelle qu'on prenait en octobre, donc on n'allait peut-être pas nous mettre en vacances 2 semaines après avoir repris. Mais quand même, on avait les vacances d'hiver, on avait les vacances de Noël, on avait les vacances de Pâques, pas dans cet ordre-là, mais vous l'avez. Bref. Et c'était seulement d'octobre jusqu'à fin mai, début juin. Donc, vous vous imaginez bien qu'avec un temps libre pareil, on a largement le temps de profiter des choses, de profiter du temps qui passe, de voir les saisons arriver, de lire des livres, de pratiquer, d'aller en nature. Enfin bon, la meilleure vie de sorcière ever quand j'étais étudiante. J'ai fait mes études, donc elles ont duré 5 ans. Ça a été les 5 meilleures années de ma vie. Seulement, toutes les bonnes choses ayant une fin, au bout de 4 ans déjà, je commençais à avoir des difficultés à survivre en fait, puisque j'arrivais au bout de mes économies, que les études ça paye pas bien, j'avais un petit boulot à côté mais ça payait pas suffisamment pour me permettre de vivre décemment et je ne voyais pas vraiment de débouchés concrètes. J'étais sur le point de me diriger en doctorat et je me suis dit: «Ouah, tu vas encore étudier pendant 3 ans, sans pouvoir gagner ta vie», parce que le doctorat par contre là c'est pas la même mayonnaise, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement. Déjà j'avais commencé à le sentir quand j'étais en maîtrise, puis en master, parce que pareil, je suis passée à la transition. J'ai commencé mes études alors que c'était encore le système DUG, maîtrise et doctorat, et au bout de, je crois que j'étais en 2e année quand ils sont passés au système LMD, donc licence, master, doctorat. Donc j'ai des diplômes en double. J'ai un DUG et une licence. J'ai une maîtrise et un master 2. Voilà. Donc j'ai commencé à me dire, faudrait peut-être penser quand même à rentrer dans la vie active, ma fille, parce que là, ça commence à piquer sa mère. Donc voilà, quand tu en es à finir les fins de mois, à te demander si tu vas pouvoir manger tes pieds ou s'il va falloir... ouais. Donc voilà, j'ai réfléchi à certaines choses. Je savais pas du tout quoi faire, à vrai dire. Je faisais mes études par passion, mais pas pour viser un métier. Je savais pas du tout. Je vous jure, c'est un rapport avec la sorcellerie, promis. Mais j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi faire. Et puis, on n'arrêtait pas de me répéter que j'avais des talents d'enseignement, que ça passait bien. Mon petit boulot, justement, que j'avais, c'était un boulot de professeur particulier. Du coup, je savais que c'était quelque chose que j'aimais bien, qui passait bien. Je travaillais avec des enfants qui étaient en difficulté, voire en échec scolaire, voire qui étaient déscolarisés pour diverses raisons. Et j'aimais beaucoup transmettre ça, j'aimais bien ça, voilà, j'avais fait des conférences, des choses comme ça. C'était sympa. Donc on m'a dit: «Pourquoi tu ferais pas prof?» J'ai des profs dans ma famille. Oui, pourquoi pas prof? Sans vraiment trop y croire, comme je savais pas quelle matière choisir. Je me suis dit: écoute, tu sais pas quelle matière choisir, choisis-les toutes. Fais professeur des écoles, tu feras tout». Donc j'ai passé, sans vraiment de motivation ni quoi que ce soit, j'ai passé le concours d'entrée, parce qu'à l'époque c'était sur concours, d'entrée à l'UFM, parce qu'à l'époque c'était l'UFM. Vieille peau, vous vous souvenez? Et voilà, je l'ai passé comme ça, vraiment, parce que j'étais là, j'étais là. Vraiment sans grande conviction, et à ma grande surprise, j'ai été admise. Bon, on était en avril, quelque chose comme ça, et donc si je voulais, en septembre, je pouvais rentrer à l'UFM. J'avais pas forcément l'intention d'y aller. Seulement, il se trouve qu'à l'époque, je préparais mon master 2 avec un directeur de recherche qui n'était pas quelqu'un de bien. Faut bien dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, on était très peu à avoir tenu le coup, à continuer avec lui. J'ai su des choses en plus après, qui m'ont fait remercier le ciel de ne pas avoir fait un doctorat avec lui, parce que j'aurais eu des soucis. Mais voilà, c'était quelqu'un qui était pas bienveillant, quoi, vraiment pas, qui ne nous aidait pas. On était vraiment livrés à nous-mêmes. Moi, ça m'allait très bien parce que je travaille seule et je me sens mieux à travailler toute seule. Mais je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont lâché parce que du coup, ils refusaient les rendez-vous, ils ne nous aidaient jamais. Enfin, c'était vraiment compliqué de travailler avec lui. Et toujours est-il que bon, il y avait 3 rendez-vous qui étaient imposés dans l'année, donc il pouvait pas les décommander. Ceux-là, il m'en a décommandé un une fois quand même. Mais bon, je l'ai vu 2 fois cette année-là. Et le jour où je suis allée donc à mon rendez-vous, donc c'était très peu de temps après avoir appris que j'étais admise à l'UFM, je l'ai trouvé
excessivement froid. Il ne prenait aucune note, quand je lui présentais les avancées de mon travail et je me sentais très, très mal. Donc au bout de il y a j'ai présenté mon travail pendant quelque chose comme 1 heure et demie. Je le vois croiser les bras et me dire, «À quoi bon mademoiselle?» Sachant que alors je sans vouloir me jeter des edelweiss, l'école, ça marche plutôt bien pour moi. Je suis assez scolaire dans le système. J'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours eu des bonnes notes et en maîtrise, j'avais fini major de ma promo. Il m'avait encensée l'année précédente. Et là, tout d'un coup, je me retrouve face à un mur de glace. Donc douche froide. Vraiment, j'ai eu l'impression de me prendre un seau de glaçon sur la tronche. Donc je lui demande ce qu'il veut dire par là. Je me suis dit, mon Dieu, mais je me suis plantée. Et là, je me dis, punaise, tu es dans la panade, ma fille, parce que tu dois rendre ton mémoire dans 1 mois et demi, s'il faut tout refaire. Sachant que mon mémoire faisait 550 pages, un truc comme ça. Je vais me pendre avec mes propres intestins, tu vois. Et là, le mec me dit, à quoi bon? À quoi bon faire cela si vous avez déjà l'esprit occupé à autre chose? Et là, eh bien, il avait appris que j'avais passé le concours d'entrée à l'UFM et il l'a extrêmement mal pris. Parce que pour lui, le fait que j'ai voulu changer de voie, ça montrait que je n'en avais plus rien à foutre, ce qui était complètement faux. J'ai essayé de me justifier, j'ai essayé de lui expliquer que ma situation financière faisait qu'il fallait que je rentre dans la vie active, qu'il fallait que j'avance, que si, que ça ne remettait absolument pas en cause la qualité de mon travail et mon investissement, que j'étais même pas sûre d'accepter de rentrer à l'UFM. Il n'y a rien eu à faire. Le mec, fermé, mais complètement fermé. J'étais plus à 100% avec lui, donc je l'avais trahi. Le rat quittait le navire. Horreur. Et sans surprise, même si j'ai continué à travailler, je lui ai demandé d'autres rendez-vous derrière qu'il a tous refusés. Il a refusé de valider mon Master 2. Donc je me suis retrouvée au pied du mur avec des études que de toute façon je ne pouvais pas continuer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien en septembre, je suis rentrée à l'UFM. Et je suis devenue professeure des écoles. Ça a été une longue descente aux enfers. Vraiment. Je l'ai senti dès le premier jour. Je suis arrivée dans ce bâtiment, j'ai suivi le discours d'entrée, j'ai reçu l'emploi du temps, j'ai eu l'impression de revenir en sixième, quatrième, allez, on va dire. Je me suis heurtée à des professeurs qui étaient, pour la plupart, je suis désolée, hein, je vais cracher sur le système, mais pour la plupart complètement incompétents. C'est-à-dire que je me suis violemment pris le bec avec mon formateur d'histoire parce qu'il avait dit des aberrations historiques. C'était abominable. Vraiment, vraiment, il n'y avait rien qui allait. Enfin, il a dit des choses, mais vraiment, mais enfin, des horribles clichés. Il aurait pu bosser sur le scénario de Vikings tellement c'était explosé ce qu'il avait raconté. Et j'ai même fini une fois parce que c'était trop. J'ai quitté le cours. Je suis partie. Et je ne suis plus jamais retournée en cours d'histoire. Donc c'en était là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été les 2 années que j'ai passées en formation là-bas, ça a été l'enfer, parce que je suis vraiment passée d'un cursus qui me passionnait au plus haut point. J'adorais ce que je faisais, j'étais spécialisée en archéologie médiévale, en particulier dans le bâti religieux. Donc j'avais étudié la théologie, j'avais étudié la lecture des textes sacrés, j'avais étudié, j'ai fait des fouilles archéologiques aussi. J'avais pris d'autres options aussi, parce que j'avais envisagé de me diriger vers l'archéozoologie pendant un temps, donc j'avais pris cette option-là aussi. Bref, j'avais étudié beaucoup de choses, j'avais étudié à peu près toutes les périodes, j'avais pas mal axé également sur les périodes préhistoriques. J'avais suivi un long cursus sur 2 ans d'ailleurs sur le second âge du fer, donc les civilisations de l'Athènes en particulier pour les civilisations celtes, donc qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment passionnée. D'ailleurs, j'aurais fait mon mémoire dessus si le formateur n'avait pas été situé à Bucarest, ce qui était un petit peu gênant parce que faire les déplacements, c'était... Voilà. Hein. Mais voilà, vous comprenez un peu, je suis passée vraiment d'un stade de vie où j'apprenais des choses tous les jours. J'ai besoin de ça, hein. C'est vraiment un moteur pour moi d'apprendre et des choses qui enrichissaient ma pratique aussi. Parce que c'est là que j'ai commencé à faire du reconstructionnisme également, avec ce que j'avais appris, à des cours dénués de tout intérêt. Il faut bien dire ce qui est dénué de tout intérêt. Et en plus de ça, c'était 32 heures par semaine. Du coup, je me retrouvais avec beaucoup moins de temps libre, évidemment, et surtout, j'étais vidée.
parce que je me rendais compte que ce que je faisais ne m'intéressait absolument pas, que je m'ennuyais et que rien n'allait. J'ai tenu le coup en me disant: «Bon, c'est juste un passage, tu as besoin de ces 2 années, heu, après ça ira mieux, tu auras ta classe, tu pourras faire comme tu l'entends». J'étais tellement naïve, c'est incroyable. Bref, ça ira mieux après. Donc tiens le coup, ma fille, tiens le coup. En plus, j'ai eu encore la chance merveilleuse de passer pendant une phase de transition. C'est-à-dire que quand je me suis inscrite à l'UFM, on pouvait passer le concours en ayant une licence. Et brusquement, aux 3/4 de ma première année, le ministère a décidé que non, fallait un master 2. Du coup, la plupart des étudiants qui étaient avec moi n'avaient qu'une licence, puisqu'il fallait ça pour passer le concours d'entrée. Il y en avait que 2 qui avaient un master 2. Donc du coup, là, pour passer un concours avec 2 personnes, c'est un peu gênant, quoi. Sur un effectif de plus de 80 étudiants, c'est gênant qu'il y en ait que 2 qui puissent, postuler au concours. Bon, même si, du coup, ce serait plus sympa, mais bon, vous avez compris que c'était pas faisable. Du coup, en catastrophe, en 2e année, ils ont, modifié les programmes, mais vraiment, comme je vous dis, la nouvelle est tombée aux 3/4 de la première année, ce qui veut dire qu'ils n'ont eu qu'un quart d'année pour préparer un programme tout nouveau pour une année suivante. Ils ont tout bouleversé pour nous faire passer en catastrophe un master 2 qui, en gros, nous a été donné. Il faut bien dire ce qui est, parce qu'ils savaient pas quoi faire et on a refait exactement le même programme que l'année précédente. C'est-à-dire qu'ils ont même été jusqu'à distribuer les mêmes polycopiés. Et il y a même eu un cas où on a eu le même partiel, le même sujet. Ça n'a dérangé personne. Bon. Donc évidemment, j'ai eu mon master 2, parce que dans ces conditions, ça aurait quand même été compliqué de ne pas l'avoir. Et donc j'ai été en poste, donc j'ai eu mon master 2, j'ai pu passer le concours, j'ai eu le concours. J'ai été très bien classée d'ailleurs au concours, j'ai pu avoir un poste près de chez moi, donc je me disais ça va aller mieux. Non, ça n'est pas allé mieux. Je suis rentrée dans un système qui allait complètement à l'encontre de mes valeurs, à l'encontre de tout ce en quoi je croyais et de la manière dont j'avais envie de transmettre les choses. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'ai vraiment sombré. Pendant les 5 ans où j'ai été dans ce système-là, je me suis complètement perdue. Et résultat des courses, ça a eu des impacts sur beaucoup de choses dans ma vie et en particulier sur ma spiritualité. Parce que quand on croit plus en soi, on peut plus vraiment croire en ce qu'il y a en dehors de soi. Je ne croyais plus en rien en fait. Enfin, j'avais toujours ma foi qui était là, mais j'arrivais plus à rien faire. Un sabbat arrivait, je me disais allez, tu vas le fêter, tu vas faire un truc. Et le jour venu, j'étais épuisée, j'étais écœurée, j'étais déprimée, j'étais triste et je ne pouvais plus rien faire. C'était l'horreur. L'horreur, l'horreur. Même quand je sortais en forêt, j'étais mal parce que je me sentais prise au piège. Tout le monde avait l'air extrêmement ravi pour moi parce que sur le papier, ça se passait bien. J'ai eu des bonnes notes à l'UFM, j'ai été bien classée au concours, j'ai eu les classes que j'avais demandées quand je suis passée au mouvement puisque j'étais dans les 10 premières. Donc du coup, j'avais le droit de j'avais des points entre guillemets en plus. Quand j'ai été inspectée, mon inspection s'était extrêmement bien passée. Là encore, j'avais eu des bons retours. J'avais un très bon rapport avec mes collègues et les parents d'élèves dans la première école où j'allais. Bref, la première année où j'étais enseignante, tout avait l'air vraiment de rouler parfaitement. Du coup, je pouvais difficilement dire que j'étais ultra malheureuse, parce que c'en était là. Et je faisais mes hôtels, sans la moindre conviction. Je faisais des trucs pour les sabbats, mais à la dégoûter, vraiment parce qu'il fallait le faire. Et c'était abominable, parce que ce qui avait été un moteur dans ma vie, ce qui avait été une part importante de moi, était devenu monochrome, insipide, presque inexistant. Et ça a été l'horreur. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à sortir de ça. On se doute bien que ça a fait de gros dégâts dans mon existence. J'ai fini par avoir des arrêts maladie pour différentes affections. J'ai perdu l'usage d'une jambe. On a cru que je ne remarcherais plus, jamais. Quand c'est la dernière année où j'ai été enseignante. Et j'ai vu un ostéopathe qui m'a expliqué que le souci était certes physique, parce qu'il y avait des choses qui se voyaient aux examens, mais il m'a dit on ne fait pas une affection comme ça sortie de rien. Il me dit là, votre corps essaye de vous empêcher d'aller quelque part. Bah oui, il essayait de m'empêcher d'aller à l'école parce qu'il voyait bien que j'étais en train de mourir. Enfin, il faut bien dire ce qui est. Ça a l'air complètement démesuré ce que je raconte, mais non, j'étais vraiment en train de m'étioler et de mourir.
Donc ça a été la sonnette d'alarme ce jour-là. Je me suis dit: «Je peux plus continuer comme ça, c'est pas possible, je suis en train vraiment de me perdre». Je relisais mes anciens journaux de pratique quand j'étais en fac et que je pratiquais, mais je tiens toujours un journal de sorcière. Je relisais mon grimoire, je relisais, mes livres des ombres et je me demandais où était passée cette personne-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui lui était arrivé? J'essayais de la retrouver désespérément, je relisais mes anciens livres en boucle. J'ai jamais vraiment cessé, j'ai pas rejeté ma pratique, j'ai jamais cessé de pratiquer, mais je me forçais à chaque fois et le cœur n'y était pas. J'ai fait des rituels qui ont fonctionné pourtant pendant cette période-là, j'ai pu pratiquer, j'ai fait des choses, mais ça m'apportait pas l'accomplissement et la plénitude que ça m'apportait avant. C'était plus naturel en fait. C'était quelque chose qui était en parallèle et en plus je devais me cacher parce que pour la première fois de ma vie, j'ai subi du rejet par rapport à ça. Puisqu'on a forcément quand on est, enseignant, on a un devoir de réserve, ce qui est normal et ce qui est sain, il le faut, où on ne doit pas parler de nos convictions religieuses et de nos convictions politiques. C'est très, très bien. Mais il faut marcher sur des œufs et mes collègues quand elles remarquaient certaines choses qui ne posaient jamais problème auparavant, par exemple, ben, je déballe des trucs que j'ai dans mon sac, j'avais un jeu de tarot dans mon sac: «Ah tu fais ça toi? Oh, tu quoi? Qu'est-ce que c'est que ça?» Et ben, pour la première fois de ma vie donc à 24 piges, rejet. J'avais passé 24 ans à être pleinement acceptée dans ce que je faisais et à ne jamais en avoir honte. Et là, je commençais à me cacher. Et alors là, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais eu besoin de cacher ce que j'étais. Et là, combo de la mort. Vraiment le combo terminé. Donc, j'ai démissionné. J'ai pris cette décision-là. Ça a été très compliqué, mais je ne vais pas vous raconter, mais ça a été l'enfer. Bref, je démissionne. Je suis restée 3 jours au chômage avant de trouver un autre boulot. Et un boulot que j'ai adoré d'ailleurs, puisque j'ai été prise comme journaliste vacataire dans un journal local. C'est le meilleur boulot, hors celui que je fais en ce moment, que j'ai fait de toute ma vie. Voilà, ça m'a vraiment sauvé la vie, ce job-là. Mais j'ai eu énormément de mal à me remettre du traumatisme que j'avais vécu pendant les 5 ans où j'avais été dans l'éducation nationale. Parce qu'en fait, oui, c'était un traumatisme, hein. J'ai beaucoup travaillé dessus. Ça a l'air encore une fois démesuré, mais celles et ceux d'entre vous qui sont dans l'enseignement, je pense que vous comprenez très très bien ce que je dis. Et les autres, eh bien, dites-vous qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profs qui sont en souffrance. Oui, ils ont des vacances, mais honnêtement, ils seraient ravis d'en vendre la moitié, voire les 3 quarts en échange de meilleures conditions de travail. Croyez-moi. Ne tirez pas sur les profs. Les profs sont courageux, les profs sont des êtres sensibles. Le cœur patate avec les doigts sur vous, les profs, parce que vraiment, c'est pas facile ce que vous faites. Bref, vous avez compris. Mais me relever de ça, ça a été très, 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 très compliqué. Et pourquoi? Eh bien, c'est une raison que j'ai fini par découvrir, ça a mis des années, hein, à revenir à l'épanouissement vraiment, parce que je cherchais à retrouver la personne que j'étais avant. Or, cette personne n'existe plus. J'essayais de retrouver ce que j'avais eu avant, mais c'est pas possible. En fait, on peut pas revenir en arrière et on peut pas tirer, un trait sur un passage de notre vie qui a été difficile. Ça marche pas. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui me disent qu'ils veulent reprendre une pratique magique, ils ou elles, hein, je dis, je vois des gens, voilà, vous avez compris, et qui ne savent pas comment faire et qui n'y arrivent pas. Et en fait, essentiellement, et je veux dire, la plupart du temps, dans ce genre de cas, c'est qu'ils font la même erreur que moi parce que, eh bien, on essaye de revenir à ce qu'on avait avant. On essaye de revenir à la phase où on était bien, où on était heureux, épanoui, où on se sentait bien dans sa pratique et et du coup de reproduire quelque chose qui n'existe plus et qui ne doit pas réexister parce qu'il faut avancer. Il faut évoluer, il faut changer et quand on a passé un moment comme ça qui a pu être triste, difficile, traumatique, hem, bouleversant et cetera, on peut pas revenir à l'innocence qu'on avait avant de connaître ça. Ça fonctionne pas. Il faut construire quelque chose de nouveau. Il faut accepter que la personne qu'on était, bah, elle a cessé son existence, elle appartient au passé et il faut se dire: «Bon, bah, maintenant, je vais me reconstruire avec ce que j'ai vécu et je vais essayer de créer une nouvelle personne». Alors on sait jamais une nouvelle personne, mais je vais créer une nouvelle version de ma personne qui, m'apportera un épanouissement aussi satisfaisant que celui que j'avais avant, qui sera pas le même, mais qui sera aussi satisfaisant. Et le jour où j'ai compris ça a pris du temps, beaucoup de temps. Le jour où j'ai compris ça, les choses
ont vraiment pris un tournant. C'est-à-dire que, je me suis autorisée à ne plus faire ce que je faisais avant. Je me suis autorisée à faire des choses plus basiques, à faire des choses plus simples, à en faire moins, à m'écouter davantage, à bouleverser les choses que je pensais établies, à changer certains éléments, à changer des outils, à changer de la façon de faire. J'ai complètement changé mon hôtel, j'ai complètement changé ma manière de fonctionner et je me suis construit une nouvelle pratique, une nouvelle spiritualité qui colle beaucoup plus avec la personne que je suis aujourd'hui. Et ça marche beaucoup mieux. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un épanouissement, je suis aussi bien et aussi à l'aise dans mes grolles de sorcière que j'ai pu l'être quand j'étais ado ou quand j'étais étudiante. Très différemment, je pense que si je revenais dans le passé avec une DeLorean et que j'allais voir la moi de 2004 en fac et que je lui dise: «Écoute, voilà ce que tu vas devenir», je pense qu'elle ne me croirait pas. Mais je suis assez contente d'en être là où je suis aujourd'hui, même si ça n'a pas été facile. Hem, j'ai lu récemment un livre là-dessus avec quelqu'un qui a l'opportunité de refaire sa vie de A à Z et honnêtement, malgré les choses vraiment pas drôles que j'ai vécues, je ne sais pas si je changerais quelque chose parce que je suis très, très bien là où je suis aujourd'hui. Ça a été dur, ça m'a coûté cher, mais ça valait le coup. Donc si vous traversez un moment comme ça, accrochez-vous et ne lâchez rien et surtout n'essayez pas de redevenir la personne que vous étiez avant. Il faut en faire le deuil de cette personne-là et se dire que c'est une personne qui appartient à notre passé, qu'il faut chérir parce qu'elle existe dans nos souvenirs, dans notre mémoire, mais qu'il ne faut pas essayer de réincarner de nouveau parce que c'est pas possible. Donc il va falloir essayer de construire une nouvelle personnalité, magique, on va dire, de se construire une identité nouvelle à la lumière de ce qu'on est maintenant, avec ce qu'on a acquis, avec ce qu'on a perdu. C'est pas une mince affaire, mais il faut prendre le temps de le faire et il faut surtout se pardonner parce qu'on a tendance à beaucoup culpabiliser dans ce genre de cas, à se dire qu'on est nul, qu'on gère mal les choses, qu'on devrait faire des efforts. Quand je suis sortie de l'éducation nationale, j'ai culpabilisé beaucoup de me dire: «Punaise, mais j'ai un boulot que j'adore, je me sens bien là, pourquoi ça revient pas? Qu'est-ce que ça vient de moi en fait, c'était pas l'environnement. J'ai remis beaucoup de choses en question et en fait, bah oui, ça venait de moi parce que j'avais pas la bonne méthode, mais c'était pas de ma faute. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer, le fait de se pardonner. Je m'en suis beaucoup voulu aussi d'avoir choisi ce cursus-là, de me dire: «Voilà, t'as fait prof, tu jamais dû faire ça, bah si, si, tant pis, t'as appris des choses, c'est pas grave. On fait des erreurs, on se plante, on a l'impression de perdre du temps, mais ce temps n'est jamais perdu. Parce qu'on peut le mettre à profit pour apprendre des choses, pour apprendre sur soi aussi et ça, mine de rien, c'est ultra important, c'est même fondamental et c'est quelque chose qui, eh bien, qui est toujours formateur et qui ne peut que nous amener vers le mieux. À condition, bien entendu, qu'on essaye de voir en avant et qu'on fasse le nécessaire pour se sentir mieux. Qu'on abandonne les choses qui nous freinent, même si ça fait peur. Je vous avoue, quand j'ai démissionné d'éducation nationale, j'étais terrifiée, je ne savais pas du tout. On quitte quand même un travail qui est un CDI assuré à vie, quoi. On sait qu'il y a une retraite qui tient la route, on a un salaire qui tombe tous les mois. Je me suis retrouvée du jour au lendemain, je suis passée d'un salaire de 1 800 € par mois à 750 €. J'ai vécu 3 ans avec 750 € de loyer, enfin de salaire par mois. C'était très très dur. Heureusement, je vivais pas toute seule à l'époque, donc je partageais les charges et le loyer, mais je voulais absolument payer ma part comme avant. Mais j'ai dû énormément me priver, j'ai fait des concessions, j'ai fait beaucoup de sacrifices, ça a été très compliqué. Je sais ce que c'est que de manquer, je sais ce que c'est que de voilà, de pas pouvoir faire ce qu'on veut, mais ça valait le coup. C'était un risque qui valait vraiment le coup d'être pris parce que maintenant, bah, voilà, maintenant je suis là où j'ai envie d'être, à l'instant T. Je suis pas forcément là où j'avais envie d'être quand j'étais étudiante, mais là aujourd'hui, et c'est ça qui importe, je suis là où je me sens bien et là où je me sens légitime. Donc on a tendance à regarder vers le passé, c'est parfaitement normal, mais il faut aussi savoir abandonner certaines choses, les laisser derrière avec émotion et avec douceur aussi, et se dire que l'avenir peut lui aussi réserver quelques surprises qui peuvent être bonnes quand même, et que l'évolution peut être aussi douce que les choses qu'on a connues avant. Donc je vous souhaite vraiment de faire cette démarche-là. J'espère que ma petite expérience
vous aidera, vous déculpabilisera sur certaines choses et peut-être que ça vous donnera quelques billes. Peut-être que ça vous montrera aussi que vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez, qu'on est nombreux et que c'est pas grave, en fait. C'est pas grave d'avoir des passages à vide, c'est pas grave de ne plus pouvoir pratiquer, de ne plus pouvoir fêter les sabbats, c'est même pas grave de perdre la foi à certains moments. C'est pas grave de faire un rejet de certaines choses, c'est pas grave d'arrêter, c'est pas grave de douter de soi, c'est pas grave d'avoir la flemme. C'est pas grave d'être malade au point de ne plus pouvoir pratiquer, pas dans le sens que c'est pas grave d'être malade, mais vous ne devez pas vous en vouloir pour ça. Ce n'est pas de votre faute. Il y a des choses, des fois, qu'on vit mal pour des raisons X ou Y qui prennent du temps. Et ça nous appartient et on gère tous les choses différemment. On les gère tous à notre rythme, à notre manière. C'est pas parce que certaines personnes l'ont géré rapidement ou en apparence bien qu'elles sont meilleures que nous ou que c'était ça qu'il fallait faire. Donc il faut surtout s'écouter et il faut surtout être bienveillant avec soi-même. Voilà, c'était le petit message de self-love. C'est bête, j'aurais dû penser à ça, j'aurais dû faire cette vidéo pour la Saint-Valentin. Vous voyez que je suis nulle pour ce genre de choses. Bref, amour, cœur, patate sur vous. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu, illuminé, ou que ça vous aura aidé à comprendre certaines choses et que ça aura répondu aux interrogations que les personnes me posent à ce sujet-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire parce que j'adore échanger avec vous, ou même à la partager à d'autres gens à qui vous pensez que ce message pourrait être utile. Si vous voulez me soutenir, j'ai un petit Ko-fi où vous pouvez me laisser un pourboire. J'ai également bien entendu le programme Une année en magie sur Patreon qui vous propose jusqu'à un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires par mois pour encore plus de moi tous les mois, on ne s'en lassera jamais. Enfin si vous, oui, mais moi non. Bref, je vous fais plein de bisous, jusqu'à la prochaine fois, prenez un grand soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et bienveillantes. Choyez-vous, mangez du chocolat, faites des câlins à des chats et surtout, restez magiques. À très vite, bye.